Stallone, dans son premier rôle sensible. Now if you know what you're worth, then go out and get what you're worth. And to all the Rockies in the world, I love you. Stallone Express. Maintenant, ça va chier. Salut tout le monde, vous écoutez Stallone Express, le podcast qui regarde tous les films avec Sylvester Stallone et qui les classe les uns par rapport aux autres. Avec ce deuxième épisode, on passe la seconde, on rentre en régime de croisière, et donc j'avais imaginé ce deuxième épisode vous accompagner sur la période estivale. C'est raté, mais ça accompagnera votre rentrée. Vitesse de croisière, c'est pas tout à fait encore le rythme de la carrière de Stallone, mais tout de même, aujourd'hui, on va voir que ça devient un petit peu sérieux, avec une couverture complète de l'année 1975, et deux films à l'affiche aujourd'hui, Capone, puis La course à la mort de l'an 2000, Death Race 2000. Nous évoquerons également les side projects, les petites apparitions de Stallone, qui sont encore nombreux en ce début de carrière. Pour démarrer, évoquons le dernier film qui sera tourné à New York, donc la fin de la période new-yorkaise de Stallone. Il s'agit du Prisonnier de la Seconde Avenue. Alors c'est un film qui va être tourné entre août et octobre 74, à Manhattan précisément. Il est réalisé par Melvin Frank, qui a surtout une carrière dans les années 60-70, avec quelques films notables que je n'ai pas forcément vus, Une maîtresse dans les bras, Une femme sur le dos, en 73, mais celui qui va être le plus notable, en tout cas qui va avoir une descendance, c'est Buenos Aires, Madame Campbell, en 68, et qui n'est rien d'autre que le scénario de base du film Mamma Mia, et donc de sa suite, qui est exactement le même scénario. Oui, la comédie musicale sur ABBA en 2008 reprend, est un remake en fait de ce Buenos Aires, Madame Campbell. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Le Forum en folie, qui est une pantalonnade, vraiment comme le titre peut l'évoquer, musicale, avec notamment Buster Keaton. Donc voilà pour Melvin Frank, pas non plus un réalisateur majeur, mais bien installé. Et pour les acteurs de ce film, nous avons Jack Lemmon, qu'on a vu dans certains lame shows de Billy Wilder, avec Marilyn Monroe et Tony Curtis par exemple, et Anne Bancroft, nous verrons dans le lauréat, et qui est la femme de Mel Brooks à l'écran. Histoire d'un couple, Mel et Edna, qui sont, on va dire, classe moyenne, âge moyen, et qui vivent à Manhattan dans un appartement hors de prix. Mel perd son travail, Edna perd aussi son travail, ils vont perdre leur appartement, et puis c'est Mel qui va péter un plomb. Edna va retrouver un travail, perdre un travail à cause de lui, et en fait maintenant, à partir de ce point de départ, Mel va sombrer dans la dépression simplement, et tout va lui paraître, tous les petits problèmes mineurs de la vie vont lui paraître comme un complot ou comme un ajout en plus sur sa condition, et donc ils vont vivre mes aventures sur mes aventures. Celle qui va nous intéresser aujourd'hui de mes aventures, c'est du coup une petite scène qui se passe sur Central Park, où le personnage joué par Stallone donc va bousculer sur un passage clouté notre Jack Lemmon, et donc il va être poursuivi dans tout le parc, et finalement le personnage de Jack Lemmon va le tabasser à la sortie du parc et lui récupérer son portefeuille, qui ne sera finalement pas le sien, hein. Il est dans un monde paranoïaque où tout le monde est contre lui. Voilà, c'est pour cette scène qui dure 2-3 minutes, et donc Stallone joue juste un malfrat qui va finalement s'avérer être une victime, puisqu'au final il a absolument rien fait. Well, yeah, saw me. I didn't see you. You saw me. Don't tell me you didn't see me. Tells me you didn't see me. My wallet. What, that dirty bastard got my wallet? Hey, somebody stop him! He took my wallet! I'm getting tired of being shoved around, that's what happened. Voilà, un petit rôle sympa, une scène rigolote, bien rythmée, avec une petite musique sympa.
Voilà pour le dernier film qu'il va tourner à New York. Donc une fois ce tournage réalisé, qui va se dérouler vers la sortie de l'été 74 a priori, son prochain tournage sera en novembre-décembre 74 pour Capone, et cette fois-ci à Los Angeles. Alors c'est sur cette période de transition, alors en octobre, où en fait il va utiliser l'argent de ses premiers cachets pour s'acheter une voiture, traverser les États-Unis en bagnole, et arriver aux portes de Los Angeles où il tombe en panne. Alors la légende, il le raconte dans son documentaire sur Netflix, où il tombe en panne et il appelle son pote Fonzie, Henry Winkler, donc qu'il a rencontré sur le tournage des Mains dans les poches, que nous avons chroniqué dans l'épisode 1. La voiture m'a lâché à l'angle de Hollywood et Vine, comme si c'était un coup du destin. Et j'ai tout de suite appelé Henry. On a mis toutes ses affaires dans la voiture, tant bien que mal. Il y en avait partout. Je n'ai pas pu aller chez lui, il avait un chien et une femme. Donc il m'a déposé près d'un motel, avec tout juste de quoi y rester 3 nuits. Ensuite j'ai trouvé un trou miteux dans la vallée, à une rue de Balboa Boulevard. Le reste, ce n'est pas tout très rose, en attendant le gros succès de Rocky, mais je pense que déjà Capone, la course à la mort de l'an 2000, va lui mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Plantons un peu le décor pour cette année 1975, 74-75, puisqu'on a donc au cinéma Vol au-dessus d'un nid de coucou de Milos Forman, on a Barry Lyndon de Kubrick, Un après-midi chien de Sidney Lumet, un certain Jaws, Les Dents de la Mer de Spielberg qui sort cette année-là, et puis Holy Grail, Le Vieux Fusil en Europe, et surtout, j'ai envie de dire, Le Parrain deuxième partie, Oscar 75 du meilleur film, réalisateur, acteur, scénario, direction artistique, et qui arrive quelques années seulement après le premier Parrain, qui est un immense succès critique et public, qui est un grand film et qui relance en tout cas, la mode du film de gangster. Et il y a un producteur très connu, peut-être un des plus grands producteurs du cinéma de tous les temps, en tout cas en volume de films, qui est Roger Corman, donc depuis les années 50, qui a fini par avoir à son palmarès des grands films, je pense au Silence des Agneaux, même Apollo 13 que j'aime bien. Puis il a lancé énormément de carrières, de gens qui n'ont pas fait forcément leur meilleur film sous la bannière Roger Corman, mais tout de même Scorsese, Ron Howard, Coppola, Joe Dante, James Cameron, qui a commencé avec Piranha chez Corman. Il a également, c'est un cinéphile, un vrai cinéphile, c'est pas que un roublard, c'est aussi un roublard. Mais c'est aussi un cinéphile qui a notamment lancé des réalisateurs européens aux États-Unis en produisant des films européens, des films de Truffaut, de Bergman, de Fellini. Bon, mais c'est aussi le roi du rip-off, donc je prends un film succès et j'essaye de monter une production qui lui ressemble beaucoup pour surfer sur la vague. Pour ce qui nous intéresse, je me suis amusé à lire qu'il avait produit Bloodfist en 1989 avec Don Wilson, qui n'est que le rip-off de Bloodsport avec Van Damme, qui lance la carrière de Van Damme également. Ça, c'était pour le petit clin d'œil amusant. Et donc Capone, c'est l'exploitation du filon film de mafia qui a démarré en 72 avec le Parrain. Après Capone, il va continuer à faire de l'exploitation et à explorer même ses propres franchises, très souvent jusqu'à la corde. Et dans cette période, à noter également dans les années 70, il y a aussi beaucoup de films un peu fripons, ou en tout cas au titre et à l'affiche un petit peu racoleuse, avec du Candy Strip Nurses ou Summer School Teachers. On retrouvera, vous allez voir dans Capone, ce côté un petit peu racoleur. Et c'est parti pour donc Capone 1975. La balade, monsieur Caponi. Capone. Al Capone. Vous passez tout votre temps à tuer les gens? J'ai mes dimanches de libre. Un film tourné en 2 mois, $1 million, ce qui est pour un film de mafia, ce qui me semble un petit peu léger. Nous allons parler du casting tout à l'heure pour la note acteur. Nous avons un casting assez correct, en tout cas avec des acteurs solides. Et nous retrouvons donc Stallone dans le rôle de Frank Nitti, qui est le bras droit en fait de Al Capone durant toute la longueur du film. Donc un vrai rôle important, pas le premier rôle du film, mais facilement le troisième rôle, on va dire. Je vous propose d'aller dans le détail du déroulé du film. On démarre avec une intro un peu stylisée de nuit, musique mandoline, on n'est pas perdu. Donc le générique apparaît par des grands flashs rouges sur le film qui est plutôt éclairé de nuit, et on nous indique qu'on est à Brooklyn en 1918, et on vit une arrestation musclée. Donc tout de suite on sait qu'on a des policiers qui vivent contre des trafiquants.
Ça, c'est toute la mise en place qui démarre sur une portion assez longue tout de même. Et on voit qu'il y a la prohibition qui arrive, ça, les gangsters en parlent entre eux. Je veux pas discuter avec toi, Johnny. Je sais que la prohibition vient. Et alors, il va y avoir quelques types qui vont faire de la contrebande, mais pas Big Jim Colossé. Moi, j'ai pas envie d'avoir affaire à la police. Qu'ils soient policiers ou non, ils ont tous la main tendue. Il suffit d'y mettre le prix et je te garantis qu'ils prendront leur dessous de table comme les autres. Ah, mais je me trouve très bien avec mes maisons de jeu et mes bordels. Et qu'est-ce qui se passe, Johnny? Ça ne te suffit pas de gagner 10 000 $ par mois? Pas quand il y a une chance de se faire des millions. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des millions? J'achète un peu plus de diamants, j'en ai plein. Johnny, laisse-moi te dire une petite chose. Si jamais on a la prohibition, elle durera pas 6 mois. Quand on enlève la boisson à un peuple, il devient enragé. Et que les trafiquants se demandent comment ils vont se positionner. Les gangs multiplient les agressions, bien sûr, on a des scènes de mitraillage, on ne sait pas trop qui tire sur qui en général. Et on a une scène qui clôt cette partie où Johnny Torrio, qui est en fait le parrain de la mafia de Chicago de l'époque, en tout cas il est montré comme quelqu'un d'assez sage et conciliant, et il tente de décrire des règles, et donc il découpe Chicago en quartiers, qu'à chaque gang va régner sur un quartier très bien délimité, et que Johnny Torrio est le garant de cette paix entre les mafias. On arrive au deuxième segment, alors c'est simple, les segments ils sont titrés par la date. Donc là, 4 septembre 1923, on a avancé un petit peu, de 5 ans, et donc on va avoir des provocations de la part de gangs avec des assassinats, des vendettas pour se venger. On va avoir donc quelques scènes comme ça avec un assassinat d'un fleuriste, une scène de golf où les mafieux s'expliquent en plein soleil les règles du jeu, et on a également Al Capone qui commence réellement à s'imposer un peu comme un des gros bonnets de cette ville. On a une sorte de scène pivot quand même, où on a une réception, il y en a plusieurs dans le film aussi, il y en a 3-4, toujours dans le même lieu, avec une petite partie casino, jeu clandestin, et puis des gens bien habillés, et puis des notables de la ville, des policiers, et on a la police qui essaie un coup de filet, et Capone et Johnny s'en sortent par un coup d'avocat, de pot de vin. Et ça aussi, on voit que en fait, la police est tenue par la mafia avec des enveloppes. 15 janvier 1925, on a une tentative d'attentat à la voiture piégée qui est déjouée par Frank Nitti, où ils en font des caisses sur le génie de Frank Nitti, et bon, c'est pas une scène pour autant très spectaculaire. On a l'ascension du gang de Northside, on a une scène avec un costume de dingue de Al Capone, qui a un costume rayé coloré complètement fou. Johnny Torrio veut augmenter les taxes sur toutes les affaires pour augmenter les pots de vin, et ça plaît pas du tout à Capone, qui ordonne à Frank Nitti d'assassiner Torrio, et ce sera raté. Johnny va donc, après cet assassinat raté, annoncer qu'il se retire, qu'il n'est plus l'homme de la situation, et Capone donc lui promet qu'il va éliminer ceux qui ont tenté de l'assassiner. Alors ça, j'ai regardé un petit peu comment s'est passé la période à Chicago. J'ai rien lu qui indiquait que c'était Capone qui avait demandé d'assassiner Torrio. Tout est possible, hein, bien sûr, mais donc on a peut-être là une adaptation pour le film du récit. J'ai un travail qui demande quelqu'un sur qui je puisse compter. Si tu marches avec moi dans ce coup, je te donne une chance de devenir un type important dans ce boulot. Mais pour ça, j'ai besoin de ta confiance, de ta loyauté, de ta vie, peut-être. Je mets ma vie entre vos mains, Padrone. Sur la tête de ma mère, je vous le jure. Johnny Torrio. Débarrassement. Je peux faire une remarque, Monsieur Capone. Monsieur Torrio, il a des tas d'amis. Ça ne serait pas très bon qu'il pense que c'est vous qui l'avez liquidé. Mais ils n'y penseront pas si les types d'Amy Weiss font le travail. Un coup de téléphone, de la part d'un ami. Pas de nom, en donnant juste l'adresse où Monsieur Johnny Torrio habite. Au 1107 Clyde Avenue. Nouveau segment, 27 avril 1926. On a Frank Nitti, Stallone, qui a toujours peur pour la vie de son patron et qui est très prudent, et qui lui dit de ne pas aller lui-même tuer des gens. Et le nettoyage continue, Capone il se suit de garde du corps en permanence, ça ennuie sa femme qui s'est mise à boire, ce qui nous permet d'ajouter une scène de nu supplémentaire qui n'était absolument pas utile dans le récit.
20 septembre 1926, encore une tentative d'assassinat de Capone, encore sauvée par Frank Nitti. 7 février 1929, ce qui s'appelle le massacre de la Saint-Valentin. Et il fait abattre pas mal de rivaux en même temps, en faisant déguiser des malfrats en policiers. Nous avons droit à une nouvelle scène de nuit avec la même nuisette qu'en 1926, donc les costumes sont quand même limités, et qui est précédée par la mort de sa femme, donc nous n'aurons plus de scène de nu à partir de ce point-là. En 16 juin 1931, donc nouveau segment, procès, prison pour 11 ans pour fraude fiscale, c'est expédié, ça dure quelques minutes. Alcatraz, 2 février 38, est en prison, on lui annonce qu'il est malade de neurosyphilis, on voit une bagarre donc, qui est sympathiquement mise en scène mais qui ne sert pas à grand chose. Finalement Capone est libéré sous caution en 1939, et nous arrivons maintenant en 1946, un peu en parallèle de l'image de la scène du parrain à la fin, où il est dans ses vignes avec son petit-fils. Il est au bord de sa piscine, il pêche et il râle sur le monde qu'il a quitté et qu'il ne vivra plus jamais. Et c'est la fin du film. On va passer tout de suite à la note scénario. Alors ce qui est raté, c'est pour moi c'est une suite de scènes sans beaucoup d'âme, des scènes clés de la vie de Al Capone. Ça c'est l'angle du film. Pour moi, il y a l'arc du personnage de Johnny qui est intéressant, il disparaît à la moitié du film. Les autres arcs des personnages sont assez peu développés. Je pense à celle de Frank Nitti, hein, on dit qu'il est fort, il est intelligent, et puis voilà, il finit par prendre le dessus et puis remplacer Capone quand Capone ira en prison. Et la plupart des personnages traversent un peu le film de manière transparente. On a l'évolution entre les gangs qui est vraiment bordélique à lire, on ne sait pas qui tue qui. On reconnaît Capone, mais les autres sont assez compliqués à lire. Il y a des sauts temporels qui sont... Il n'y a pas trop de repères à part les dates, donc on a l'impression de voir que c'est le lendemain alors qu'il s'est passé 5 ans. Il y a beaucoup de scènes de dialogue en bureau qui permettent de comprendre le film, parce que si on se fie qu'aux scènes d'action, qui pour certaines pourtant devraient être pivots, on n'y arriverait pas, et là c'est quand même jamais brillant. Il y a la plupart des dialogues qui sont tout juste corrects, un peu ennuyants. On a le droit à quelques scènes racoleuses, ça je l'ai dit, qui sont plutôt bien filmées avec la superbe Suzanne Blakely. Bon, c'est jamais utile, même avec la mort du personnage qui provoque absolument pas de pivot chez Al Capone. Et on a une fin de film assez faible. Donc bien sûr, j'ai en tête Le Parrain, Les Incorruptibles, qui sont des films d'un acabit bien supérieur. C'est un film qui est quand même pas de l'ordre du foutage de gueule, hein. Bien sûr, c'est correctement mis en scène, on sait tenir une caméra. Je vais en parler sur la réalisation, mais côté scénario, pour moi, c'est très faible. Je lui ai mis la note de 1,5. Pour la réalisation, il y a quelques moyens quand même. Il y a des beaux décors, il y a des Ford T, des voitures d'époque. Les costumes, tout ça, c'est bien réussi. Il y a de la vie dans les rues, et ça, c'est le gros point fort du film pour moi. Mais il n'y a pas du tout de génie dans la mise en scène. C'est vieillot, surtout en comparaison du Parrain. Et la musique qui se veut un peu pareil, on est dans le rip-off du Parrain, il y a la mandoline et un thème qui est pas mal, mais il y en a un, il est répété en boucle, c'est très rare la musique dans ce film, ce qui fait que c'est un peu tristounet. Les fusillades, elles sont bien exécutées, mais très moyennes, elles sont expédiées. Et elles ont rarement des impacts, même visuels. Il y en a peut-être une, la scène d'exécution massive, là où on se dit tiens, il se passe quelque chose au niveau cinéma, mais les autres c'est vraiment, vraiment triste. Les scènes de bureaucratie qui sont les plus réussies, mais c'est des scènes plan-plan, donc du coup j'ai dit plus réussies, en dehors des scènes dans les rues de Chicago qui elles sont absolument sympas à regarder. Donc j'ai mis la note en réalisation de 2/5, ce qui est également assez moyen, très moyen même. Pour les acteurs, alors nous avons dans le rôle titre Ben Gazzara, qui est mort en 2012 et qu'on connaît pour le Roadhouse original, pas le remake de Netflix bien sûr, et il était dans The Big Lebowski. Alors, il est plutôt bien choisi pour le rôle de Al Capone, hein, avec sa grimace et sa balafre, mais bien sûr il a un jeu qui ne va pas trop, je trouve, qui est un peu outrancier, il écarquille les yeux, il fait des mimiques bien appuyées. Et moi je l'ai vu en français, donc doublé par Claude Joseph, qui est la voix de Gene Hackman et de Sam le Pirate, et là il fait du Sam le Pirate, donc on a un Al Capone qui écarquille les yeux et qui a la voix de Sam le Pirate. Toutes ces lettres que j'ai écrites à Hoover et qu'il m'a renvoyées,
Il pense sans doute que je suis faux. Vous allez dire à Hoover que toutes ces banques pillées, saccagées, ces gens de bonne famille qui sont kidnappés, ce sont les bolcheviks. Ils essayent de mettre la main sur notre pays. Dites-lui bien ça. D'accord, je vais lui dire. Oui, et tous ces putains d'hommes politiques qui sont toujours la main tendue. Un type essaye de monter sa petite affaire, de vendre un peu de bière, et il m'appelle l'ennemi public numéro 1. C'est pas beau, ça! Moi, j'ai pas trouvé ça très convaincant, je l'ai pas trouvé génial, Ben Gazzara dans le rôle. Surtout quand on a en tête, c'est toujours le problème de ce rip-off de Niro, dans Les Incorruptibles par exemple, qui sera un peu plus marquant. Il y a également John Cassavetes dans le rôle de Frankie Yale. Faut pas s'endormir devant le film pour voir John Cassavetes. John Cassavetes, bien sûr, Rosemary's Baby, Un homme sous influence, Les 12 salopards. Nous avons également donc Johnny Torino, peut-être le deuxième rôle du film, est joué par Harry Guardino, qui était le lieutenant Bressler dans l'Inspecteur Harry en 71 et puis la suite en 74. Et en fin de carrière, on le verra dans des apparitions dans les séries Le Rebelle, avec Reno Reigns alias Vincent Black. 40 ans de carrière pour Henry Guardino, des petits rôles, des séries, et pour moi, peut-être celui qui s'en sort le mieux avec Suzanne Blakely, qui joue Iris Crawford. Donc Suzanne Blakely, La Tour Infernale, Lords of Flatbush avec Stallone, Over the Top à venir avec Stallone, Mon oncle Charlie, pétillante, plutôt amusante, qui fait un contrepoids à Capone, qui aurait dû faire un contrepoids, mais qui finalement n'est pas vraiment utile au récit, si ce n'est servir de caution sexy et coquine à un film qui n'en avait pas forcément besoin. Le film fait pas vraiment honneur au personnage, la direction d'acteur est correcte, mais pour moi c'est pas non plus un point où le film va briller. Je lui mets la note de 2 sur 5. Pour L'œil du tigre, Stallone, il joue Frank Nitti, qui est le numéro 2 de Capone. Et pour la petite histoire, Frank Nitti, en réalité, il va prendre la relève de Capone en 38 et il va se suicider en 43. Quand la veille de son procès, il sera sacrifié par ses pairs pour sauver la mafia de Chicago. Il le balance à la justice. Donc Stallone, un rôle correct, absolument neutre. Il n'y a pas un clignement d'œil, il n'y a pas une émotion. Doublé par Jean-Pierre Leroux, qui doublera également Malcolm McDowell dans tous ses films, et Murdoch dans MacGyver. J'aime bien mettre des petites citations de séries des années 90, ça fait des repères. Et donc je lui ai mis la note de 1 sur 5 à L'œil du tigre. Ce qui n'est pas élevé. J'espère qu'il aura une meilleure prestation dans le film suivant. Ça nous fait une moyenne totale de 7 sur 20, ce qui le place derrière Les mains dans les poches, Lords of Flatbush, et je crois que c'est mérité. Lords of Flatbush est un film plus consistant, plus cohérent vis-à-vis de son budget, de ses moyens, de ce qu'il veut raconter, plus sympathique, tout bonnement, que ce Capone, qui n'est pas vraiment un film à recommander. Même si vous aimez les films de mafia, il y a bien mieux à regarder que ce Capone. On arrive au deuxième film de ce programme que je n'avais pas vu, et je vous avouerai que je ne m'attendais pas à grand chose. Pourtant, je vais revoir mon jugement. Je ne m'attendais pas à tomber sur un film aussi intéressant et aussi amusant. Nous allons parler de Death Race 2000, qui s'appelle également La course à la mort de l'an 2000, bien évidemment. Et qui est ressorti quelques années plus tard sous le titre Les Seigneurs de la route. Il est ressorti en 84, plus exactement en France. 21e siècle. Un seul jeu, une fois par an, passionne encore les foules. La grande course transcontinentale. Une course mortelle. Chaque bolide, une arme. Chaque homme, une cible. Ce qui compte, c'est de vaincre. Vaincre à tout prix. Vaincre ou mourir. Un mélange détonnant de violence et d'humour. Les Seigneurs de la route, une fantastique anticipation. Les Seigneurs de la route. Alors on est en 74 et le grand Roger Corman voit arriver un film qui fait du bruit, qui s'appelle Rollerball, de Norman Jewison. Et Corman, il veut toujours être dans le vent, et il produit un film à peu près identique sur un sport futuristique ultra violent, et il va être plus rapide que le rollerball qu'il veut copier. Il va le devancer, il va sortir Death Race 2000 le 30 avril 75 à Los Angeles et le 6 juin suivant à New York, alors que le rollerball arrivera que le 25 juin de la même année, donc 2 mois d'avant, pour ce sacré Roger Corman.
Alors le concept du film, c'est une ambiance post-apocalyptique, un concept de course par étapes autour du monde qui fait penser à le film de Blake Edwards, La Grande Course autour du monde. Il y avait aussi la série animée qu'on connaît encore aujourd'hui, Les Fous du Volant, Wacky Races, avec Satanas et Diabolo en 68. En réalité, il est inspiré de la nouvelle Le Pilote, The Racer, d'Ib Melchior, 56. Et en voyant le film, de toute façon, il y a son ambiance, son style, on pense à beaucoup de choses, je vous en ai cité quelques-uns. Et pour cause, en fait, ce Death Race fait partie de ces films de genre super fauchés, mais qui vont devenir ultra influents à leur façon. Ça me fait penser par exemple au Jour des Morts Vivants de Romero en 68, qui a également ce budget extrêmement fauché, ces quelques acteurs, mais qui par des intuitions, des coups de génie et une totale liberté va devenir un film extrêmement influent lui également. Ce qui va être intéressant également, je vais le développer un petit peu, c'est que c'est le contexte de l'époque, guerre du Vietnam, il y a le Watergate en 74, et donc Death Race, il va raconter une Amérique super violente, corrompue, les élites qui utilisent les médias, des nuages de fumée type entertainment pour manipuler le peuple, pour camoufler leurs actions, et en fait pour imposer un état plutôt totalitaire, décomplexé, avec du va-t-en-guerre. On va le retrouver dans beaucoup de films de cette époque, ici la figure du président, le rôle de la télé qui est omniprésent, et le divertissement qui vient pour occuper les foules pendant qu'à côté, voilà, on pilote de manière extrêmement sauvage et violente. Monsieur le Président est dans son palais d'été à Pékin. Il vous aime tous. Et tous les vrais patriotes aussi l'aiment. J'ai entendu beaucoup de réflexions à propos de rebelles américains. Nous avons acquis maintenant la preuve que la rébellion n'était rien d'autre qu'une subversion française. Une fois de plus, les Français cherchent à nous saboter comme, il y a quelques années, ils avaient déjà, aidés par leurs alliés, tenté de miner et de détruire notre parfait système économique. Ce n'est pas un hasard, mes enfants, si le mot sabotage est synonyme de traîtrise française. Vous avez entendu la nouvelle? Monsieur le Président dit que ce sont les Français les responsables de la mort de Néron et Mathilda. Méfiez-vous des crêpes Suzette. Comme c'est un film que je vous recommande, au final, je ne vais pas le détailler par le menu, et je vais essayer de vous spoiler le minimum vital pour vous donner envie de le regarder, tout simplement. En tant que veuve de la première cible assassinée, vous aurez droit à une grande croisière et un joli petit appartement à Acapulco. Allez-y, brouillage! Côté scénario, c'est un scénario qui est assez simple et diablement efficace. Les pilotes, le contexte, ça nous est présenté au tout début du film, mais en quelques minutes, tout est limpide, et bien sûr tout est over the top. Les pilotes, c'est Calamity Jane, c'est Frankenstein, c'est Attila avec son copilote nazi, et Mitraillette Joe, le rival. Donc ils ont tous des noms pas possibles, ils ont tous des bagnoles, des engins formidables, avec un look criard, des voitures... tout à fait standard, maquillé avec des bouts de tôle, du carton, des dents en mousse, des lames. Alors pour le personnage principal de Frankenstein, c'est une Volkswagen Cheetah qu'on aura rallongée et qu'on aura grimée avec une mâchoire de requin à l'avant. On a aussi la voiture de Mitraillette Joe. C'est une Ford Mustang modifiée avec un capot surélevé, des fausses mitraillettes, des ailettes. Et par exemple, la voiture de Calamity Jane, c'est une Corvette Stingray avec des cornes de vache et un motif western. Alors la course en elle-même, c'est un événement mondial, hein, il est présenté comme un événement mondial. Et le sacre du nouveau prince de la violence est au bout de cette course, et ça va se passer en temps réel à la télévision. Tout le monde entier qui suit cette course. Alors en réalité, on voit quelques plans, ils ne font que traverser les États-Unis, mais on nous dit par les commentaires qu'ils traversent la Roumanie, etc. Alors soit on imagine que toutes les cartes ont été rebattues, et en fait la Roumanie a un bout de pays aux États-Unis, soit on imagine que c'est un bug de scénario et tant pis, et c'est pas grave. Frankenstein, c'est le personnage principal de ce film, qui est présenté au début du film comme un monstre sanguinaire, qui est un assemblage inhumain avec des appendices mécaniques. Il arrive même directement de la Suisse avec une dernière opération qui lui a changé la main, une nouvelle main mécanique qui lui permettrait de passer les vitesses de façon plus rapide. Le patient est venu d'Europe par avion en état cataleptique, une espèce d'hibernation, de façon à faciliter la cicatrisation des nouveaux membres transplantés.
Il devrait reprendre vie dans un instant. Voilà. Donc il est présenté au début comme une menace, comme le favori. Les autres pilotes sont présentés comme des rivaux, et on a rapidement Mitraillette Joe comme étant le plus dangereux. Et au début, on pense que ça va être en fait notre personnage principal, enfin on va dire le héros, celui qui va renverser le totalitarisme en renversant l'ordre établi. Il y a des rebelles qui veulent tout à fait faire saboter la course. On a le droit à des agents doubles, des tentatives de meurtre entre les courses. Oui, parce qu'en fait, on va vivre des séquences de course, et puis entre les courses, il y a du repos. Il y a du ravitaillement, on répare les voitures, on se fait masser. Bien sûr, on dénude les protagonistes au possible. Il y a des tentatives de sabotage et de meurtre, voilà, on s'ennuie pas du tout. Tout ça est assez rythmé, le scénario est punchy. Même si l'histoire devient assez prévisible assez rapidement, l'histoire réserve son lot de scènes réjouissantes, de fun, surtout le maître mot, et aborde pas mal de thèmes politiques et moraux. Et tout cela en 1h15. J'ai mis la note de 3 sur 5 pour cette note scénario, ce qui est plutôt une bonne note. C'est pour moi la qualité principale du film, son rythme, son écriture, et un peu ses acteurs, puisque le casting en fait est plutôt impeccable pour le genre. Ici Grace Pender, toujours présente où les choses se passent, qui va souhaiter la bienvenue au plus grand des pilotes de notre époque, et qui plus est, un cher ami à moi. Oui, dans quelques secondes à peine, vous le verrez apparaître par cette porte. Je vais tout de suite parler de David Carradine. Corman, il voulait Peter Fonda. Mais Peter Fonda, dans l'esprit du public, c'est Easy Rider, et Fonda, il va décliner, c'est David Carradine qui va interpréter ce Frankenstein avec toute sa nonchalance et son physique, hein. Et oublions pas que David Carradine, c'est la série Kung Fu, et donc il va camper ce Frankenstein avec charisme. À côté de David Carradine, on a bien sûr des stars féminines montantes de la série Z. Donc on a par exemple Marie Voronov qui joue Calamity Jane et qui vient de la factory d'Andy Warhol, qu'on avait déjà vu dans Sugar Cookies, produit par Corman. Enfin ça, on avait déjà vu si on suit les films de Corman, hein. Et donc ils la connaissent bien, et ils l'ont castée pour son charisme, et ce qui marche extrêmement bien, notamment son côté féministe caricatural. Il y a Roberta Collins qui joue Mathilda la 1. Roberta Collins qui est une habituée des films de femmes en prison, qui est un style de film il y en a eu pas mal chez Corman également. Et puis d'autres personnages féminins intéressants, Simone Griffith, Joyce Jamieson et Paul Bartel, dont je vais parler sur la partie réalisation. J'oublie Stallone, deuxième rôle, on va dire premier rôle secondaire du film, qui joue Mitraillette Joe. Il cherchait désespérément du travail, une audition chez Roger Corman, physique imposant, et je vais en reparler sur la note Eye of the Tiger. Rôle alimentaire qui lui donne de la visibilité, qui contribuera probablement à forger sa légende, parce que ce Death Race 2000 en fait va rester dans les mémoires. Globalement, bon boulot de casting, des interprétations des acteurs au diapason du film, en surjeu, en roue libre, pas dénué du tout de charme, tout le monde s'amuse. J'ai mis un 3 sur 5 sur cette partie acteur. Il semble jusqu'à présent que nos concitoyens évitent les routes, ce qui ne va pas aider les chauffeurs à marquer des points, même avec les règles nouvelles de cette année. Je vous résume les changements. Les femmes continuent à valoir 10 points de plus que les hommes, quel que soit leur âge. Mais les adolescents valent maintenant 40 points, et les tout jeunes, de 12 ans et moins, valent un splendide bonus de 70 points. Le meilleur score, c'est de nouveau, quel que soit le sexe, les personnes de plus de 75 ans qui font obtenir un magnifique 100 points. Aujourd'hui comme hier, votre célérité détermine votre espérance de vie. Pour la réalisation, eh bien c'est une autre paire de manches, puisqu'il n'y a pas beaucoup de budget. On a un directeur photo qui est quand même quelqu'un de plutôt capé, Tak Fujimoto, qu'on retrouvera chez Jonathan Demme et chez Shyamalan, hein, Sixième Sens, Phénomène, Le Silence des Agneaux, Philadelphia. C'est lui qui fait la photo. MacGyver également en 85. Le film est monté par Tina Hirsch, qui est la belle-sœur par alliance de Paul Hirsch, hein, le monteur de Brian De Palma et de l'Empire contre-attaque.
Il n'est pas crédité au générique, mais a priori les effets sonores sont de Ben Burtt. Ben Burtt qui est un peu le demi-dieu de la discipline. Vous le connaissez pas, c'est lui qui a donné naissance à tous les sons dans Star Wars, les sons absolument géniaux, du sabre laser aux portes automatiques. Il a fait également les effets sonores de la saga Indiana Jones, pour lequel il aura un Oscar. Et il a largement travaillé sur le début de carrière de Spielberg, notamment avec un Oscar pour E.T. En 82. Tout ça, c'est quand même un beau pédigré, et à la réalisation, Paul Bartel, qu'on connaît plus pour être acteur, on l'a vu jouer dans des tonnes de films, surtout dans des rôles secondaires, mais aussi en rôle principal dans, par exemple, Piranha de Joe Dante, alors qu'il n'y a pas des énormes chefs-d'œuvre, et pas mal de figurations dans des productions assez notables, comme par exemple Los Angeles 2013, Usual Suspect, ou même le Jumeau avec Schwarzenegger. Paul Bartel, il a une dizaine de réalisations à son actif, dont pas mal de séries télé, histoires fantastiques dans les années 80, et des films pour Corman, comme Cannonball avec David Carradine. On parlerait dans les héritages de ce film, mais également Private Parts, Naughty Nurses, tout ça dans les années 60-70, donc un réalisateur habitué de l'écurie Corman. Je ne l'ai pas évoqué, mais a priori, il y aurait environ 300 000 $ de l'époque de budget. Qu'est-ce que va faire Paul Bartel avec ce budget ? Il va faire du bricolage, mais plutôt du bon bricolage. Son film, alors pour faire une blague nulle, il tient la route. Il y a une impression de vitesse sur les courses qui est bonne. Alors c'est filou, c'est que de l'accélération de pellicule. Les cascades, les explosions, tout ça, ça marche bien. Il a beaucoup de décors naturels qui sont bien utilisés. Ces gags over the top, il utilise du carton-pâte, mais on s'en fiche, c'est over the top. Et donc il a un vrai sens du spectacle. Le montage est vraiment une qualité du film. En quelques images, il arrive à nous faire croire à du grandiose, à un public venu nombreux, à une course au long cours, tout ça avec 300 000 $. C'est un tour de force. Alors il y a évidemment plein de faux raccords, l'ensemble est globalement assez ringard, mais comme on est dans le second degré, on s'amuse bien. On est au bord du nanar, ça passe sur Nanarland, on peut le regarder tout à fait avec des copains comme on regarderait un nanar. Mais je pense qu'il est un petit peu au-dessus de ça, et je vais y venir sur la partie héritage, parce que c'est un film qui a fait de petit, en fait, qui a un héritage assez important. J'ai mis 2 sur 5 pour la réalisation. On arrive à la note L'œil du tigre, donc la prestation de Stallone et son apport dans le film. Stallone, il a un rôle de bourrin sans cervelle, il passe rapidement de sauveur à menace principale. Il s'en sort bien, parce qu'il a quelques répliques marrantes, bien débiles. Et ses coups de sang marchent bien quand il arrose le public avec une mitraillette. On y croit. Ça a probablement donné des idées pour la série Rambo, notamment pour la suite de sa carrière. Il a sa carrure. Il perd surtout, je pense, ce duel face à Carradine qui a beaucoup plus de charisme sur ce film, qui le surplombe. Et lui qui imprime la pellicule. J'ai mis la note de 1 pour L'œil du tigre. Ce qui conclut sa course à la mort de l'an 2000 sur un 9 sur 20, qui est une note moyenne, parce que c'est un film quand même globalement techniquement très moyen, qui n'a pas non plus une tenue de chef-d'œuvre, mais qui par son fun, son second degré, le surjeu total de ses acteurs et pas mal d'idées de mise en scène, on y passe un excellent moment. C'est donc notre nouveau numéro 1, la course à la mort de l'an 2075, qui passe devant Lords of Flatbush. J'en profite pour parler de l'héritage, parce qu'en fait c'est un film, quand on le voit on se dit c'est incroyable, c'est des choses que j'ai vues. Alors bien sûr il y a Les Fous du Volant, bien sûr on pense à ça, c'est carrément ça en live. Mais on pense aussi à tous les films qui vont arriver avec, à commencer par Mad Max. Alors bien sûr Mad Max est bien plus sérieux, bien plus ténébreux et crépusculaire. C'est sérieux, alors que Death Race 2000 c'est pas sérieux. Mais voilà, Mad Max va quand même s'en inspirer avec ses véhicules tweakés, avec ses personnages en couleur et ce côté post-apocalyptique. C'est dans la veine, la lignée, c'est l'époque. Les autres héritages auxquels je pense immédiatement, c'est côté jeux vidéo, bien entendu, puisque si vous avez fait des jeux de bagnole dans les années 90-2000, vous avez forcément joué à Carmageddon, Destruction Derby et d'autres jeux qui vont imiter des courses un peu au long cours comme ça, Need for Speed The Run, il y a Hunger Games, Mega Race. Mega Race s'inspire beaucoup de ce Death Race, avec ses présentateurs télé qui vont commenter des courses dans un monde futuristique. De la veine de Rollerball et de Death Race, bien entendu, il y aura beaucoup de
beaucoup de dérivés. Il y aura il y aura un remake de Paul Anderson, il y aura des suites, des fausses suites, et il y aura même une suite officielle en 2017 qui sera intitulée Roger Cormans, donc super récemment, et juste avant la mort le décès de Roger Corman. Donc, une période et des films qui sortent à cette époque qui ont ce ton-là et qui vont infuser et faire des petits jusqu'à nos jours. Donc, un film que je dirais tout de même important, en tout cas, et extrêmement fun. Je vous enjoins à le regarder. J'en profite pour faire un clin d'œil à la chaîne Revue et à Steve qui nous avait accompagnés sur Vandame Express pour l'épisode du jardinier. Steve a bien entendu traité Death Race 2000 dans une de ses vidéos, je crois que c'est Dimanche Nanar. Et bien entendu, je vous le conseille en complément. J'ai essayé de pas prendre les mêmes extraits, de pas raconter de la même manière le film. Lui, il va tout vous raconter, comme si vous étiez dans le bar avec lui, au bout du comptoir, avec un pote qui vous raconte le dernier film débile qu'il a vu. Pour Stallone, cette année 75 n'est pas tout à fait terminée. Il va jouer de la figuration dans le Mandingo de Richard Fleischer en juillet de cette année. Il a tourné La course à la mort de l'an 2000 et Capone en avril de cette année-là. Il va également tourner un rôle secondaire dans Adieu ma jolie, Farewell my lovely de Dick Richards. Également, il apparaît dans l'épisode 2 de la saison 3 de Kojak, My Brother, My Enemy, qu'il tournera en septembre. Et voilà ce qui va clore l'année 1975 pour Stallone, une année où il aura de l'exposition et qui vont le mener vers un virage de 1976, un virage crucial, et je vous avoue que là pour moi c'est l'épouvantail, puisque 76 c'est le prochain épisode qui sera consacré à Rocky, qui est tout simplement un de mes films préférés. Et je vous avoue que c'est un film que je redoute de traiter, et je vais donc j'ai bien entendu en tête de regarder tout ce qui existe et de lire tout ce qui existe à propos de ce film que j'aime encore une fois énormément, qui a beaucoup d'importance pour moi, et je me rends compte qu'il a beaucoup d'importance pour énormément de monde, que ça soit dans la cinéphilie de chacun ou dans leur vie personnelle. Donc ne m'en voulez pas si cet épisode sur Rocky se fait un petit peu attendre. J'espère tout de même vous le livrer cette année 2025, et puis j'espère qu'il sera à la hauteur de ce que ce Rocky est pour l'histoire du cinéma. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, c'était un plaisir de produire ce deuxième épisode. Je vous retrouve très bientôt pour cet épisode 3 de Stallone Express. Salut. Stallone Express. To all the Rockies in the world, I love you. La route, là où on va, on n'a pas besoin de route. Stallone Express. Au sujet de la violence, rappelons que la technique de la violence est apparue pour la première fois il y a 2 millions d'années. Le para-australopithèque, un anthropoïde du sud de l'Éthiopie, n'avait pour ainsi dire pas de cerveau, mais cela ne l'empêcha pas d'inventer l'outil et de s'en servir sur la tête de son voisin. Cet exercice contribua à agrandir sa cervelle, une nouvelle arme très utile. Oui, l'assassinat fut inventé avant même que l'homme eût appris à penser. Par la suite, bien sûr, l'homme fut considéré comme un animal doué de raison.